Bon allez, c'est parti. J'ai pas envie de le faire. Mais rien que cette image m'énerve, d'accord? Moi, j'ai une overdose d'Emmanuel Macron, mais derrière, il y a quand même un discours important parce que ce type-là, c'est le chef de l'État français qui peut nous envoyer à la guerre. Donc c'est ça les enjeux, quoi. Donc faut avoir ça en tête quand on regarde ce type-là, quoi. Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales, françaises, en Ukraine? Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Comment la journaliste le revancher, c'est quand même un petit plaisir. Hein. C'est quand même un petit plaisir. Alors, nous, on n'est pas sûr de le faire, mais en tout cas, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui. Oh, je pense que ce qui est un... Il bégaye, mais il a tenté le truc, tu vois. La journaliste l'a rembarré. Les starting blocks de la bouffonnerie, Macron, il est devant là. Il fait la course en tête, personne ne va le rattraper. Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Depuis 2 ans, nous avons aidé l'Ukraine. Et si les choses devaient dégénérer, ça ne serait une fois encore que la responsabilité de la Russie. Et donc nous... Et ça, vraiment, le truc de « c'est la faute des Russes », quoi. Je veux dire, le gars, il serait capable de lancer l'engrenage de la guerre, de faire l'escalade militaire encore et encore pour provoquer une guerre mondiale. Et devant cette guerre mondiale, il oserait dire « c'est la faute à la Russie ». Bref, là, c'est typiquement propagande de guerre, où tout est sur le dos de l'adversaire désigné. Et nous sommes le camp de la paix. Et puisque nous sommes le camp de la paix, on peut justifier la guerre. Face à quelqu'un qui n'a pas de limites, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement « je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela ». À ce moment-là, nous décidons pas la paix, on décide déjà la défaite. Ça, c'est presque du développement personnel, tu vois. Il faut pas se montrer faible, parce que si quelqu'un n'impose pas de limites, tu sais, on dirait, comment est-ce qu'on lutte contre une relation toxique dans un couple ou un truc comme ça, tu vois. Il faut poser des limites, parce que sinon, après, le lave-vaisselle, il déborde, et après, on n'a plus de vaisselle pour cuisiner, tu vois. Non, mais tu vois, c'est un peu un truc comme ça. C'est la guerre qui est en jeu là-dedans. C'est la putain de guerre qui est en jeu, avec une des plus puissantes armées du monde, avec le plus grand arsenal nucléaire du monde. Tu veux faire quoi face à ça ? Tu veux jouer les petits cons, envoyer des petits obus encore et puis envoyer tes rafales, et puis envoyer tes tanks, et puis envoyer tes soldats, encore et encore. Il se passera quoi à la fin, à ton avis? Il se passera quoi? Ah, la Chine, elle va arriver, puis la Corée du Nord, elle va arriver, puis l'Iran, elle va arriver, du coup les États-Unis vont arriver, et puis l'Allemagne, et puis la Pologne, qui sont en train de se faire une énorme armée aussi, et puis ça va être une guerre mondiale, et ça va être incroyable. On parle pas de la vaisselle, là, on parle de la guerre, on parle de notre avenir, on parle de ce putain de monde, là. Parce que toi, Macron, t'en as posé des limites à Netanyahou, quand il a rasé la bande de Gaza, quand il a affamé 2 millions de personnes, quand ils ont assassiné plus d'une centaine de personnes de l'ONU, quand ils empêchent les humanitaires de faire leur travail, quand tu as plus de gens qui meurent de faim que des bombardements. Toi, tu as posé des limites, là? Non, t'as rien fait du tout. T'as rien fait du tout. Parce que ça t'intéresse pas, parce que Israël, tu peux faire du pognon avec lui. Par contre, avec l'Ukraine, eh ben là, on peut faire du pognon en vendant des armes. Du coup, on suit le pognon encore. Et si le pognon nous mène à la guerre, toi, tu es l'enfoiré qui passe à la télévision pour nous vendre ce truc-là. Il faut le dire clairement, nous ne voulons pas de cette guerre-là. Nous ne voulons pas de cette guerre-là. D'accord? Que les choses soient claires. Cette guerre-là, elle est faite pour le pognon et nous ne voulons pas la faire. Putain, je pensais pas que j'allais être énervé juste au bout de 2 minutes 47. Et pourtant, c'est le cas. C'est fou, hein? 2 ans, nous disions jamais on n'enverra de chars. On l'a fait. Il y a 2 ans, on disait jamais nous n'enverrons de missiles de moyenne portée. On l'a fait. Mais on disait jamais on n'enverra d'avions. Certains sont en train de le faire. Donc. Peut-être le vieux adage que moi j'aime beaucoup, c'est genre la guerre c'est profitable pour beaucoup de personnes, c'est profitable pour le bâtiment, c'est profitable pour toute l'industrie de l'armement et c'est là où on voit que c'est ça quoi. C'est ça, en vrai de vrai, tu vas pas nous mytho, Macron. Tu vas pas nous mytho, t'es en mode, oui, alors, on envoie des armes parce qu'on est gentil. Non, t'envoies des armes pour renouveler ton stock militaire. Et tu renouvelles ton stock militaire parce que ça relance l'industrie. T'as besoin de relancer l'industrie parce que tu vois bien qu'il y a tout qui se pète la gueule, globalement, dans l'économie française. Que le bâtiment, ça va faire 150 000 emplois qui vont décéder. L'agriculture est en train de crever. Tous les petits artisans, tous les petits boulangers sont en train de crever. Tous les boulots industriels sont en train de crever. T'as essayé de balancer quelques usines de voitures électriques, sauf que tu t'es rendu compte que, 1, les concurrents étaient beaucoup moins chers. 2, et ben en fait les usines c'est juste des robots chinois qui bossent, concrètement c'est ça, donc il n'y a pas d'employés, donc en fait il n'y a pas de redescente des richesses et du pognon, donc en fait on s'appauvrit encore et ça nique toute l'économie, et du coup tu t'es dit qu'est-ce qui est le plus rentable? Et ben on va créer un climat de guerre, on va emprunter dans les marchés financiers pour pouvoir balancer après ça dans notre industrie et balancer notre stock en Ukraine. Et comme ça va relancer des emplois et ça va permettre aux industriels de l'armement de se faire un peu plus de pognon. Et puis à la bourse de se faire un peu plus de pognon. Et puis aux actionnaires de se faire un peu plus de pognon. Et puis ça va redescendre un petit peu partout, quoi. C'est ça, en fait, l'idée.
mis trop de limites, si je puis dire, dans notre vocabulaire. Nous ne sommes pas dans l'escalade, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Simplement, il faut être clair. Non, on refuse l'escalade. On refuse l'escalade. Et il dit, on refuse l'escalade après avoir précisé quand même que il a franchi toutes les étapes pour aller toujours plus loin dans l'escalade. Mais c'est pas de l'escalade. Et il veut pas faire la guerre à la Russie. Non. Par contre, il envoie toujours plus d'armes en Ukraine. Il envoie toujours plus de soldats pour former les Ukrainiens. Et là, aujourd'hui, il pense à envoyer des soldats directement sur le sol ukrainien. Mais c'est pas la guerre. Hein. C'est pas la guerre. C'est juste, voilà, une intervention. C'est une opération spéciale, peut-être. Peut-être qu'il va dire ça, c'est une opération spéciale contre la Russie. Et comme ça, on aura rebouclé la boucle. Hein. Macron qui dit pareil que Poutine pour justifier exactement la même chose, c'est-à-dire la putain de guerre et la putain d'économie de guerre pour les putains d'industriels. En gros, c'est ça. C'est pas un match de foot. On veut la paix. On veut éviter la guerre mondiale. On veut pas juste gagner, on veut pas perdre, ça ne veut rien dire ça. Arrête de nous infantiliser. Pour atteindre notre objectif, qui est que la Russie ne gagne pas. Si on est prêt, c'est qu'on se prépare. Ça veut dire qu'en ce moment, depuis le début, on se prépare. Ça veut dire qu'on s'entraîne pour des opérations aériennes. Mais la France... Ouais. Il y a l'OTAN, ils ont fait la plus grosse opération depuis la guerre froide dans les pays scandinaves. Là. C'est, alors, je vais pas dire de bêtises, je corrigerai, 90 000 hommes qui sont là-bas en train de faire la simulation de la guerre en Russie, machin. Et quand on fait les cris d'alarme un peu sur la guerre, on a les bonnes raisons de le faire. Vraiment, il y a ce truc-là qui existe. Nous sommes un des rares pays en Europe qui, pendant 10 ans, a eu des forces déployées au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Et nous avons perdu là-bas des dizaines d'hommes. Et il y a eu un vrai tournant sur la guerre du Sahel. C'est-à-dire que la bourgeoisie française, ils ont essayé de préserver l'impérialisme français. L'impérialisme français, c'est la capacité qu'ont les entreprises multinationales françaises de pouvoir s'implanter dans d'autres territoires pour pouvoir profiter des salaires plus bas et pour pouvoir notamment exploiter les ressources naturelles. Par exemple, au Niger, il y avait beaucoup la question de l'uranium, tu vois, tu avais la question du pétrole, etc. Et du coup, l'impérialisme français, donc la protection des intérêts des entreprises françaises à l'étranger, ils voulaient préserver ça en disant aux États africains, les gars, nous, on lutte contre le terrorisme avec vous, on envoie des militaires, et en échange, Areva, Total et toutes ces conneries-là, Vinci, Bolloré, ils peuvent s'installer chez vous parce qu'on signe des accords commerciaux avec vous. Sauf que le problème, c'est que c'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas parce que le premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est la Chine. Et surtout que l'État français s'était spécialisé énormément sur la défense, tu vois. Parce que oui, l'armée, la sécurité, ça représente d'immenses contrats qui représentent des milliards et des milliards pour l'armée, pour l'État et aussi pour les industriels de l'armement. C'est pour ça qu'on exporte énormément d'armes, parce que tu as l'État français qui signe énormément de contrats de cons comme ça, d'impérialistes, où ils vendent des rafales, où ils vendent des obus, des conneries comme ça, tu vois. Et du coup, ils étaient spécialisés là-dessus, et leur petit supermarché, c'était l'Afrique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? T'as l'État russe qui fait exactement la même chose pour moins cher et pour beaucoup moins de conditions parce qu'eux, ils n'ont pas grand-chose à imposer. Hein. Eux, ils veulent juste exporter des céréales et ils veulent exporter un peu leur défense, leur armée, leur industrie militaire, tu vois. Et du coup, ce qu'ils font, ils signent avec des pays africains des accords où ils exportent leurs céréales en surproduction et puis ils exportent leurs hommes avec Wagner et compagnie, mais ça a été changé, maintenant c'est Africa Corp, un truc comme ça. Le même nom que les trucs des nazis, pour la petite histoire. Du coup, ils envoient ça partout en Afrique et ils piquent les contrats en France. Le soulèvement et les coups d'État dans les pays d'Afrique de l'Ouest n'a été possible qu'avec le soutien de l'industrie et de l'armée russe. Et ça empêche totalement les industriels d'avoir des marchés dans ces pays-là. En fait, cette opposition entre l'État russe et l'État français, c'est l'opposition entre deux bourgeoisies qui sont concurrentes sur les mêmes créneaux, c'est-à-dire le militaire. Et du coup, ils se font concurrence, ils se font du marketing, ils relancent un peu leur industrie en disant s'il y a la guerre, on va pouvoir réinvestir, donc refaire des chaînes de production, etc. etc. Pour c'est protéger ça, la vraie histoire, nos avant-postes. Mais est-ce qu'on pense que c'est plus Les accessoire ? avant-postes. Aujourd'hui, ça ne s'impose pas en Ukraine. C'est marrant, hein, il dit avant-poste. C'est ce que je disais, avant-poste, ça veut dire des endroits où on peut placer les entreprises. C'est ça que ça veut dire, en vérité. Et ils ont une limite en termes d'obus, missiles, puisque à peu près au moment où je vous parle, quand la Russie tire 10 obus, on lui répond avec 1. Et donc vous voyez... Donc c'est-à-dire que les gars, déjà, ils s'enfoncent dans une guerre où tu as un adversaire qui est structurellement plus puissant que toi, d'accord ? Donc tu es un peu en mode... C'est ça l'objectif, donc c'est de battre militairement quelqu'un qui est beaucoup plus fort que toi. Donc déjà, c'est un peu bizarre cette histoire. Mais ça représente aussi une énorme opportunité. Ça veut dire qu'ils peuvent doubler, tripler, quadrupler la production d'obus, que la guerre d'Ukraine, elle continuera. Donc il y aura toujours un marché qui va se mettre en place, même s'ils multiplient leur production. Et ça, c'est le rêve pour les capitalistes. Tu sais ? Parce que toujours, tu te dis, ah oui, mais si je fais 2 fois plus de coca, peut-être qu'il n'y aura pas 2 fois plus de consommation de coca, et du coup, je vais perdre du fric, tu vois. Mais là, ils peuvent faire 2 fois, 3 fois, 4 fois plus d'obus,
t'inquiète que ça continuera avec cette guerre-là, donc ils vont pouvoir continuer à la financer avec des emprunts, avec des coupes dans les budgets sociaux et avec de la propagande à la télévision. Et c'est ça qui les intéresse, je pense, avec la guerre en Ukraine, c'est que c'est une guerre de munitions et c'est une guerre d'industrie. Voilà. Et que comme toute guerre d'industrie et de munitions, elle permet la réorganisation de la production de l'armement et du complexe militaro-industriel dans un moment précis où, justement, il faut relancer l'industrie parce qu'ils sont en train de se faire bouffer par énormément de pays dans plein de marchés étrangers, avec la Chine, avec machin. Et puis, tu as aussi le retrait états-unien qui est important. Le retrait états-unien, c'est-à-dire qu'avant, les États-Unis ils donnaient des milliards à l'Ukraine. Sauf qu'en réalité, ils n'ont pas donné autant de milliards. Ils ont annoncé, mais ils n'ont pas donné autant. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus timides à envoyer des armements pour des raisons électorales, pour des raisons de congrès aussi qui chipotent un peu comme ça arrive parfois aux États-Unis. Mais surtout, ce qu'il faut bien réfléchir, c'est des questions de rendement. C'est combien nous coûte la guerre en Ukraine et combien elle nous rapporte. Et quand on se pose cette question-là d'un point de vue de l'État états-unien et des industriels états-uniens, au début, c'était une mine d'or, véritablement. Des rendements incroyables, la guerre en Ukraine, parce qu'il suffisait d'envoyer 2-3 petits missiles pour que l'armée ukrainienne tienne, qu'on puisse appliquer les sanctions et que tout d'un coup, tu as tous les pays européens qui se coupent du gaz et du pétrole russe. Et là, tous les industriels énergéticiens états-uniens ont pu envoyer en masse du gaz de schiste et du pétrole de schiste en Europe. Et ça représente une force de pression et de contrôle diplomatique et économique de l'État états-unien par rapport à l'économie européenne. Donc les bénéfices étaient énormes. Mais maintenant c'est bon, c'est fait. Le marché s'est réorganisé, tu as des nouvelles routes commerciales qui sont organisées pour l'énergie, etc. Du coup, il n'y a plus trop d'intérêt maintenant pour l'État états-unien d'aller continuer à envoyer toujours plus de milliards d'armes au niveau ukrainien, sachant que eux, ils ont d'autres marchés. Donc en gros, tu as l'impérialisme états-unien qui dégage un petit peu d'Ukraine et c'est remplacé par l'impérialisme français. C'est ça, en fait, la dynamique qu'on est en train de voir. C'est pour ça que Macron, il a tous ces discours-là. Parce que Macron, il veut prendre la place des États-Unis dans la commande d'armes et du coup, ils vont essayer de relancer l'industrie de l'armement pour refaire énormément d'obus, comme c'est fait un peu partout en France, pour reconstruire des usines, etc., etc. Et pour ça, ils ont besoin d'entrer totalement dans une logique de guerre, comme la logique états-unienne, c'est depuis des années et des années la même. Et donc, de plus en plus, l'économie est basée sur ce complexe militaro-industriel, tu vois. C'est eux qui emploient des gens, c'est eux qui redistribuent du pognon, c'est eux qui permettent l'exportation, donc c'est eux qui permettent l'accord commercial avec plein de gens, etc., etc. Sur le dos des Ukrainiens, sur le dos des Russes et sur le dos de nous, parce que nous, on paye les conséquences de cette économie de guerre de merde, d'accord ? Il faut penser l'aspect économique de cette guerre, parce qu'une fois que tu vois ça avec tes lunettes comme ça, en voyant un peu les enjeux économiques de production, tout devient clair. Tout devient clair. Tu vois loin. Et le loin, c'est quoi ? C'est les industriels qui se font la guerre entre eux et qui nous invitent à les rejoindre. Donc c'est pour ça que nos vidéos, je pense, elles sont importantes là-dedans. Alors peut-être qu'on n'est pas assez précis, peut-être qu'il y a d'autres trucs à dire, etc. D'accord, mais au moins, nous, on vous permet de voir loin. Et donc si ça vous plaît, on est en financement participatif, il faut qu'on puisse continuer à faire ce genre de trucs pour que les appels à la guerre de ces tarés-là, dans les mois et dans les années à venir, on puisse toujours venir les commenter avec toujours plus de moyens, avec toujours plus de vidéos, avec toujours plus d'analyses. C'est vraiment important pour nous de pouvoir réussir ce financement-là et même de pouvoir le dépasser, parce qu'on sait qui embaucher, on sait vers où aller pour devenir un véritable média de masse de révolte. On est capable de faire ça, il y a ça devant votre table, voilà. On est candidat à ça. Parce que, quelle différence tous ces derniers mois, et je dirais en gradation, en multipliant les attaques informationnelles et cyber, et y compris dans notre quotidien, sur des hôpitaux en France et ailleurs en Europe. Ce qui détruit les hôpitaux français, c'est ta petite gueule de merde, c'est tes petites lois de merde, c'est ta comptabilité de merde, c'est tes petits bourgeois de merde qui se font du fric encore et encore sur nos maladies et sur le fait qu'on est obligé de payer des hôpitaux privés si on veut survivre. Parce que sinon, on crève dans les urgences, on crève dans tes putains d'urgences, Macron. Et ça, c'est pas la cause de Poutine, d'accord ? Arrête de tout mettre sous le tapis russe en permanence. Et c'est là où tu vois que la guerre permet de résoudre les conflits à l'intérieur du pays. Ça permet de justifier tout et n'importe quoi. Et ça permet donc de rester au pouvoir. En décidant de tuer des opposants politiques. Mais c'est pas nouveau, vous étiez bien alerté en 2014. Alexei Navalny, mais je ne dis pas que c'est nouveau, Non, je mais dis que ça Il a s'attend. tué des opposants politiques avec Navalny, alors que nous, on fait que torturer Assange depuis plus de 10 ans dans une prison, et on n'en parle même pas, mais vraiment... C'est là où tu te dis, c'est vraiment tous des... Pardon, mais c'est vraiment tous des merdes, quoi, dans tous les camps, dans tous les trucs, hein. Vraiment, tous ces dirigeants-là qui nous envoient à la guerre, les Poutine, les Macron et tout, là, mais c'est la même merde, hein. Je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Le seul sursaut qui doit avoir lieu en France, c'est un sursaut du peuple, d'accord ? Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous, ok ?
à nous tous. Dès qu'il y a une étincelle, dès qu'il y a des mouvements, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Si ça ne correspond pas à 100% de ce que tu es convaincu, c'est pas grave, il faut y aller. Parce que là, maintenant, il y a quelque chose qui change. Nous sommes tous, autant que nous sommes, face à l'enjeu de la guerre. Voilà. Et on est tous face à la responsabilité de c'est ensemble qu'on arrivera à dégager ce salopard-là, parce qu'on a essayé chacun dans notre coin, ça n'a pas marché. Donc ça va être ensemble qu'il va falloir le faire. Donc il va falloir se parler, il va falloir faire un programme commun, il va falloir faire une organisation commune, il va falloir faire des compromis, il va falloir se structurer, s'organiser, faire des choses bien, quoi. C'est la seule façon qui existe de se débarrasser de ces choses-là, de prendre les choses en main. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on n'attend pas que les choses se règlent d'elles-mêmes, on y va et on les règle nous-mêmes. C'est ce qu'on a toujours fait dans notre vie, d'accord ? Parce qu'il n'y avait jamais personne pour nous donner du pognon magiquement, pour nous dire comment faire. Non, on a appris nous-mêmes. Et maintenant, la donne, elle change parce que survivre aujourd'hui, s'organiser pour survivre aujourd'hui, ça veut dire dégager Macron, constituer un programme, s'organiser, prendre la tête de l'État, avoir une véritable politique pacifique de redistribution, de réquisition et tout ce que tu veux. Il va falloir arriver là-dedans. Il faut qu'on travaille tous les jours dans nos boulots, il faut qu'on fasse les courses, il faut qu'on fasse le ménage et il faut qu'on fasse la révolution. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Plus on va le contester, plus on va se constituer en tant qu'alternative, en tant qu'opposant, en tant que ceux qui peuvent le remplacer dans la direction du pays, plus on va aller, nous le peuple, dans cette direction, plus ce type-là va être dangereux. Plus il va aller dans le racisme, plus il va aller dans la guerre, plus il va aller dans le clivage, plus il va aller dans la propagande, etc., etc. Ce qui nous attend, c'est une lutte très forte contre Emmanuel Macron, parce que ce qui nous attend, c'est une lutte très forte contre une bourgeoisie face à une crise qu'elle a du mal à résoudre, et que la seule manière qu'elle a pour résoudre, c'est de nous envoyer à la guerre, c'est de nous manipuler encore, c'est-à-dire de créer toujours plus pour nous les raisons d'une résistance totale face à ce système-là. Et là, il y a les petits JO qui arrivent. Voilà, alors je dis ça, je dis rien avec une petite excitation, mais il y a les JO qui arrivent, donc c'est peut-être le petit moment de se rencontrer, de faire des petites actions, vous pensez pas ? Ça peut être pas mal quand même, hein ? Nous avons subi des conséquences en Europe. Le prix du gaz, la situation de notre économie, le coût des céréales, les dérèglements économiques qui s'en sont suivis sont la conséquence de cette guerre qu'a lancée la Russie. Et on peut se poser une question. Le prix du gaz a augmenté. D'accord, le prix du gaz a augmenté. Donc, premièrement, le prix du gaz a augmenté non pas à cause de la guerre, mais à cause des sanctions. Des sanctions qui ont été faites par les gouvernements en disant « Vous inquiétez pas, on va couper le réservoir russe à pognon et du coup, ils vont être à terre ». Sauf qu'aujourd'hui, l'économie russe, ça se porte très très bien. D'accord ? Ils ont trouvé d'autres débouchés. Maintenant, ils se font du fric et ils utilisent ce fric-là pour armer les industriels, pour continuer à faire la guerre et compagnie. Les sanctions, ils ont augmenté les prix de l'énergie et nous ont fait raquer comme des salauds. Mais par contre, ça n'a rien changé sur la guerre en Ukraine. Et maintenant que les Russes sont partis, tu as beaucoup moins d'acteurs. Donc tu as quelques entreprises mégalopoles, genre Total et machin, qui gèrent toute la production de gaz et machin pour les pays européens. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les prix. Il n'y a plus de concurrence, on augmente les prix. Donc on se fait racketter par les industriels. Et Macron nous dit, il faut faire la guerre maintenant pour sauver encore plus le cul des industriels qui sont encore en train de nous racketter. Et donc, en fait, la crise du capitalisme fait qu'ils ont besoin de déboucher, donc la guerre, et fait qu'ils ont besoin de créer des profits à partir de rien, donc l'inflation à partir des marges. On vit une crise capitaliste aujourd'hui qui explique les deux principaux phénomènes aujourd'hui qui transforment la société française, l'inflation et la guerre. On a eu le débat sur la possibilité de reconnaître la candidature de l'Ukraine pour rentrer dans l'Union européenne. J'allais en train à Kiev avec le chancelier Scholz, le président du Conseil Draghi, le président de Roumanie, et nous disions tous les trois avec le président Zelensky que nous étions pour, et nous décidions dans le Conseil suivant que ce serait le cas. Donc voilà, les agriculteurs, si vous écoutez cette vidéo, sachez qu'Emmanuel Macron est en première loge pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, donc dans le marché commun, donc de se faire inonder du poulet, des œufs ukrainiens qui sont en train de détruire tous les agriculteurs en France. Voilà, c'est ce qu'il dit là actuellement. Il dit « Je suis en train de vous baiser et je travaille tous les jours avec votre argent à Versailles pour vous baiser. » Les choses sont claires, hein. Les choses sont claires. Écoutez, je lui ai parlé à chaque fois que c'était nécessaire. Je lui ai parlé, évidemment, des centaines d'heures avant février 2022, longuement entre février et avril 2022. Des centaines d'heures, messieurs, dames, des centaines d'heures. Des centaines d'heures, tu te rends compte ce que c'est des centaines d'heures quand même avec Poutine? Non mais n'importe quoi, il ment là encore une fois. Je veux dire, la seule fois, enfin, l'image que j'ai en tête, moi, quand il y a Macron qui dit « Oh, j'ai parlé avec Poutine », c'est Macron qui va à Moscou et Poutine qui l'humilie avec une immense table, en mode bah, « Frérot, t'es à 2 km de moi au niveau de la table, t'auras beau parler, je t'entendrai même pas, tu vois ».
Macron a été humilié par la diplomatie russe. Voilà, c'est ça la vérité. Et là, il essaie de se rattraper en disant « On a parlé des centaines d'heures, on est diplomate, machin. » C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est du bidon. Voilà, c'est du bidon. En Europe, en lançant une guerre dont il a la seule responsabilité et en menaçant la sécurité de tous, mais dans beaucoup d'autres théâtres d'opération, du Proche et Moyen-Orient au Caucase en allant jusqu'à l'Afrique, où la Russie est une puissance qui déstabilise. Bah alors peut-être qu'en fait le problème c'est pas la Russie, hein. Il nous disait oui c'est à 1000 km de Strasbourg, je sais pas trop quoi. Non en fait le problème c'est qu'il prend tous les marchés des industriels français en Afrique, au Moyen-Orient, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors on dit oui c'est une force déstabilisatrice, genre l'État français n'est pas une force déstabilisatrice peut-être. En Libye c'était pas de la déstabilisation, dans plein de pays africains où ça a été mis des dictateurs de merde au service des industriels français, c'était pas une petite déstabilisation peut-être. Non mais attends mais c'est qui ce type là quoi, franchement c'est qui ce type là? Ça met du temps à faire, parce qu'il faut créer de nouvelles lignes, de nouvelles structures de production. C'est pourquoi on a décidé qu'on allait les créer en Ukraine, parce que c'est plus proche du terrain, parce que ça peut aller beaucoup plus vite. C'est ce qui a été décidé ici. Ah, t'as un espèce de truc où, ils produisent un peu en France pour essayer de redistribuer un peu le pognon, mais de toute façon, quand même, ça va se faire en Ukraine, parce que c'est là où il y a les plus de marges possibles qui peuvent se faire pour ces industriels-là, quoi. Vraiment. Donc, en gros, ils veulent faire de l'Ukraine un immense champ de bataille où il n'y aura que la guerre, encore et encore. Voilà. C'est ça leur objectif. Des munitions. Et donc là, on va sonder tous les pays du monde et on leur propose de leur acheter parce que c'est une question de rapidité. Et à côté de ça, nous mettons l'industrie européenne de défense en capacité de produire beaucoup plus dans la... En parallèle de ça, il faut voir le travail de salopard que fait Bruno Le Maire pour récupérer des milliards sur l'hôpital, des milliards sur le chômage, des milliards sur les collectivités, des milliards sur l'assurance maladie. Et c'est là où c'est important de penser le truc, c'est la crise du capitalisme produit la guerre militaire et produit la guerre de classe en même temps. C'est pour ça que les deux apparaissent en même temps. Et c'est pour ça que Macron est à la fois notre ennemi et à la fois en guerre, d'accord ? Parce que c'est une crise du capitalisme à la base. C'est notre engagement européen. C'est pour ça qu'on a là lancé une facilité européenne de paix et elle prévoit de donner justement des contrats à nos industriels de défense pour produire sur notre sol, pour produire entre Européens davantage d'armements pour nous, pour notre flanc oriental et pour l'Ukraine. Et nous allons utiliser cet argent. Nous allons aussi utiliser l'argent qu'on a dans le programme d'investissement pour aller produire en Ukraine avec les Ukrainiens. Et vous imaginez si tu as en Europe un immense complexe militaro-industriel qui se développe encore plus ? Mais évidemment que le va-t-en-guerre va encore augmenter. Parce que si à un moment donné, il y a la guerre en Ukraine qui s'arrête pour X raisons, ce complexe militaro-industriel, il va devoir produire pour quelqu'un d'autre. Donc il va falloir créer d'autres zones de guerre à partir de zones de conflit où on va dire franchement la Corée du Nord ils sont pas ouf, franchement la RDC ou je sais pas quel pays africain machin ils sont pas ouf, donc on va aller faire la guerre et puis on va envoyer tous les obus qu'on envoyait avant aux Ukrainiens, on va les envoyer là-bas. Il ne faut pas accepter ça, il va falloir lutter contre ça. Nous avons des limites. Et donc, à celui qui jusqu'à présent n'en a pas eu, a pris toutes les responsabilités d'agression, nous vous laissons... Bon, on va arrêter là, ça me saoule, il répète la même chose depuis 20 minutes là en vrai. Donc le discours de Macron, c'est la faute à Poutine, et vu que lui, il n'a pas de limite, il ne faut pas imposer de limite, et du coup, il faut partir à la guerre, machin. Mais quand même, à travers ce discours, qui était assez prévisible et qui est assez ennuyeux et qui est assez insultant, il y a quand même des petites briques de réalité, et dans cette vidéo, on a essayé d'assembler cette petite brique de réalité pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est on est sur un rail qui va vers la guerre. D'accord ? On est sur un rail avec un train, d'accord ? Et la locomotive, c'est Macron, et avec tous les petits bourgeois à côté, ils vont tous vers la guerre, comme ça. Parce que la guerre, c'est ce qui permet à Macron de tenir politiquement, parce que c'est ce qui va lui permettre donc de gagner peut-être des élections à venir, c'est ce qui permet de relancer un cycle de production industrielle dans le pays, c'est ce qui permet de garantir des profits à des bourgeois, notamment de l'industriel de l'armement, et vu qu'ils vont pouvoir exporter des armes et qu'ils vont être le centre d'une coalition européenne d'armement machin, ils vont pouvoir réexporter plus d'armes et donc re-signer plein de contrats économiques et commerciaux avec des pays qui vont inclure aussi des exportations pour les connards des seigneurs de l'agriculture avec leurs céréales, pour l'agro-business, pour la santé, pour les infrastructures, pour le nucléaire. Et donc de cette façon, en favorisant un maximum le complexe militaro-industriel, Emmanuel Macron rend service à l'ensemble de la bourgeoisie parce qu'il crée les conditions de pouvoir créer des accords diplomatiques commerciaux à partir des exportations d'armes. L'impérialisme français veut devenir dominant en Europe et pour cela,
il utilise sa force qui est la propagande de guerre et son industrie de guerre. Donc là, je pense qu'on remarque tous une chose, et on va terminer là-dessus, la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais il faut que nous soyons capables de constituer un mouvement anti-guerre fort. Avec de véritables arguments, des vidéos que vous pouvez partager, comme celle du Canard, avec notre cagnotte que vous pouvez financer, c'est en description, mais aussi avec des manifestations, avec des collectifs, avec une organisation qui va en permettre réellement de pouvoir faire des grèves, faire des blocages, notamment pour les Jeux Olympiques, et toutes ces actions qui vont permettre qu'on se rende compte, qu'on prenne conscience de notre puissance et qu'on puisse se dire à ce moment-là, non pas aller négocier avec Macron, la paix avec Macron, parce que comme vous le savez maintenant, les enjeux capitalistes sont tellement énormes dans cette guerre qu'il ne cédera pas là-dessus. Si on veut lutter contre la guerre, il n'y a pas le choix que de dégager ces bourgeois-là. Les deux sont liés, d'accord? Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage, d'accord? Ça, c'est Jaurès qui disait ça. Et lui aussi, il était en mode faut faire un mouvement anti-guerre, il le portait, il a été assassiné à cette raison-là. Et après, ils ont fait la guerre pour des raisons capitalistes, de partage du territoire, de partage du monde, un peu comme aujourd'hui, c'est le cas. Donc, aujourd'hui, il nous faut un mouvement pacifiste fort, anti-guerre, et aussi de classe contre ces bourgeois-là. Merci à tous ceux qui ont déjà donné, merci à tous ceux qui vont donner, merci à tous ceux qui ne peuvent pas donner mais qui partagent nos vidéos, merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui commentent, etc. C'est très important. Et puis bah voilà, des bisous à vous et à la prochaine. Et c'est parti pour un très long montage.